Ce n'est qu'un travail de passeur, je dirais, le cinéma. On ne fait que être un cinéphile qui a vu des films, qui a envie d'en faire, qui en fait pour les passer à d'autres, qui vont avoir envie d'en faire et qui vont en faire d'autres pour donner envie à d'autres d'en faire d'autres. La transmission. Transmission. Bienvenue, merci beaucoup de nous accorder cette interview. On va revenir sur votre parcours et notamment avec Bleu de Chine. Pourquoi avoir choisi d'adapter au cinéma une bande dessinée avec Bleu de Chine? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce premier projet? Oui, alors ça remonte à loin, c'est vraiment ma jeunesse, mais je tiens beaucoup à ce film. Et comme tous les projets qu'on a, c'est des histoires de rencontres. Et là, en l'occurrence, c'était la rencontre avec une bande dessinée. J'étais marin sur un aviso pendant l'armée. À l'époque, on faisait l'armée. Et dans la librairie de l'armée, de ce bateau, j'ai trouvé cette bande dessinée que j'ai trouvée magnifique, qui s'appelle Hanoï Saigon de Bernard Cozet. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment adapter cette bande dessinée. Je trouvais l'histoire extrêmement touchante, qui me correspondait bien. Et je revenais de Chine, en fait, où j'avais tourné des images que j'ai d'ailleurs ici, en 16 mm, en inversible 16 mm. Et ces images-là, je n'avais pas envie de les utiliser telles quelles pour faire un documentaire. C'était tourné en 92, j'avais envie de l'insérer dans autre chose et je ne savais pas quoi. Et tout d'un coup, comme c'était l'histoire d'un film dans le film, cette bande dessinée, je me suis dit, tiens, ça pourrait tout à fait se coller pour ce projet-là. Et donc j'ai changé la dynamique de l'histoire, mais ça reste quelqu'un qui voit à la télévision son propre film qui passe et qu'il voit 10 ans après l'avoir tourné. Ouais. Et se souvient de cette histoire qu'il a amenée en Chine et de cet ami qu'il a perdu depuis. Donc voilà un peu comment tout est né. Et puis après, il a fallu essayer de trouver les financements pour tourner, trouver le lieu de tournage. Et après, j'ai eu beaucoup de chance sur le tournage puisqu'il y a eu de la neige, alors que la veille au soir, on est arrivé sur le lieu de tournage. Je rêvais de neige, bien sûr. C'était un film qui devait se passer la nuit du Nouvel An, donc sous la neige. J'avais vu ces lieux sous la boue, mais je me suis dit ça doit être magnifique sous la neige, dans les Vosges. Et puis le miracle est arrivé, puisqu'on est arrivé, c'était la pluie, la boue et tout, toute l'équipe était là, c'était la catastrophe, on s'est endormi, c'était la déprime totale, on devait tourner de toute façon, on n'avait pas le choix. Et puis le lendemain matin, on a ouvert les volets, et alors là, on avait 50 cm de neige, c'était magique. On a vu effectivement, justement, vous parliez des photographies, si vous voulez peut-être nous les montrer. Si vous... Les photographies, oui. De Bleu de Chine, je les ai pas. Oui. Ah d'accord. C'est le film en fait. D'accord. J'ai le... Hop. En fait, voilà, c'est la... J'ai retrouvé ça dans mes archives, je suis allé la chercher pour vous. C'est le film dans le film, en fait. C'est la bobine 16 mm inversible que j'ai ramenée de Chine. Inversible, ça veut dire qu'il n'y a pas de négatif. Hein. C'est comme anciennement les diapositives. C'est-à-dire que vous développez le film et il est là. Tout est là, ça fait 9 minutes à peu près, que j'ai monté longtemps à Louis Lumière et que j'ai diffusé sur une télé. Évidemment, c'est pas passé en direct à la télévision, bien sûr. On l'a enregistré sur une vraie télé et ces 9 minutes sont ici et j'y tiens beaucoup. Je les ai pas vues depuis, évidemment. Mais elles sont en couleur, même si les couleurs avaient passé et on a décidé de les mettre en noir et blanc pour que le contraste soit plus grand entre un film qui était entre l'orange et le bleu et le noir et blanc des images dans le film, du film dans le film. D'accord. Voilà. Formidable, merci beaucoup. Vous parliez juste des financements parce que c'était votre premier. Oui. Comment vous avez fait justement à l'époque? Comment vous aviez entrepris ces démarches? Comment vous avez trouvé des financements? Alors j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une aide dont je ne me souviens plus du nom, aide aux jeunes talents de la BNP je crois. Qui m'a permis de financer une partie du film et puis le reste c'est moi qui l'ai financé. La post-production ça a été très long avant de pouvoir remonter le film, il a fallu que je trouve une production FRP en l'occurrence et j'ai fini la production du film, la post-production du film moi-même en produisant finalement mon film à l'intérieur de FRP quoi, dans cette structure qui existait, qui n'existe plus. Et une fois que le film a été fini, je l'avais donc en 16 mm, c'était l'époque de la pellicule, et il a été sélectionné à Clermont-Ferrand, ce qui a été extraordinaire comme aventure. Je ne pouvais même pas rêver qu'un jour, avec mon premier court-métrage, j'irai à Clermont-Ferrand, c'est arrivé. Ça a vraiment permis au film d'exister, d'être lancé, d'être vu, de faire une série de festivals. Il a fait 25 festivals internationaux, il a été beaucoup vu, apprécié, et ça m'a permis de faire le deuxième.
Magnifique. Transition. Qu'est-ce qu'on doit ressentir à ce moment-là? Ça doit être assez magique comme sensation. Dans la première projection à Clermont-Ferrand, je m'en souviens très bien, c'était l'hiver, j'avais un pull blanc en laine très très chaud et je suis rentré dans cette salle pleine parce que c'est formidable à Clermont, les salles sont pleines, le public est super accueillant, des jeunes partout et le film a vraiment plu, j'ai senti les gens très touchés, les réactions étaient très bonnes. Cette première projection à Clermont, je l'oublierai jamais, je me souviens, mais me lever, ils ont appelé mon nom puisque c'était des programmes de films courts, donc plusieurs l'un derrière l'autre. Juste avant, il y avait un film avec Catherine Deneuve quand même, s'il vous plaît, et derrière, moi j'arrivais, et je me souviens, ils ont appelé mon nom, je me suis levé, je me suis retourné devant la salle, qui était sur 2 étages, et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait à peu près 2000 personnes dans la salle. Ah. C'était sympa. Magnifique. Et justement, vous avez enchaîné donc après avec Les Épousailles, une esthétique qui nous fait penser notamment à certaines natures mortes et des œuvres de l'âge d'or de la peinture néerlandaise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce choix pour Les Épousailles? Oui, alors ça, il faudrait le dire à la chef-op, qui sera sûrement contente de vos réactions qui sont très visuelles sur les références. La démarche pour ce deuxième film court, Les Épousailles, ça a été clairement de faire quelque chose en rupture avec le premier, qui était donc un film intime sur un personnage unique devant sa télé, donc c'était presque un film à un personnage, puisqu'il avait une conversation téléphonique avec quelqu'un d'autre. Et là, je voulais travailler avec des acteurs. Donc aller chercher ce travail de groupe, ce travail un peu théâtral dont j'avais besoin pour me former. Et j'ai trouvé donc une troupe d'une quinzaine de comédiens. J'avais beaucoup de techniciens aussi sur le tournage parce qu'ils étaient en costume et c'était un peu lourd à gérer. Et cet exercice a été très bénéfique pour comprendre un petit peu cette dynamique du travail avec les acteurs dont j'avais vraiment besoin. Donc faire un projet très différent, presque abstrait puisqu'il n'y a pas de décor en fait, il y a juste une table, c'est un repas de mariage. Et j'avais sur un fond noir, en fait on a tourné au théâtre de Gennevilliers. Quelques années après, l'été 98 ou 99, voilà, les années m'échappent. Et très heureux de cette expérience, même si c'était très très dur, très violent parfois sur le tournage, avec certains techniciens, plus qu'avec les comédiens qui ont été tous super. Puis après, on a eu une phase de montage qui n'a pas été simple parce que ce film devait être 2 fois plus long. Et puis je me souviens très bien avec la monteuse, qui est toujours ma monteuse, puisque c'est elle qui a monté mon dernier long métrage, Anouk Zivi. On a eu un grand moment de doute sur le film qui devait faire 26 minutes, sauf que la première partie ne fonctionnait pas du tout. C'était terrible à dire, mais une fois qu'on était en montage, même si on avait mis tout le cœur qu'on pouvait et tout, ça ne fonctionnait pas. Donc il y a un moment où, comme c'était moi qui produisais aussi le film, je me suis dit, il va falloir que le film fonctionne, donc on va prendre que la deuxième partie du film. Voilà. D'accord. Et au niveau du casting et de la direction d'acteurs, ça n'a pas été trop challengeant Mais il y avait beaucoup de monde, donc c'était ça le défi réel. C'était arriver à faire une troupe, à faire que ce soit cohérent, parce que chacun a ses problématiques, ses problèmes, ses envies, ses désirs. C'est compliqué et néanmoins réussir à mettre l'équipe au cœur du processus. Ouais. Ça n'a pas été toujours facile, mais le film est là pour témoigner de ce qu'on a réussi, ou en tout cas de ce qu'on a tenté de faire. Complètement. Maintenant, on va parler du silence. Le silence d'abord. Le silence d'abord, il aborde un sujet grave, la pédophilie. Ouais. Alors déjà, pourquoi avoir choisi ce thème ? Et encore une fois, par rapport à la direction d'acteurs, on pense que ça n'a pas dû être facile sur une thématique comme ça. Ouais. Comment avez-vous fait justement pour gérer les comédiens, l'équipe voilà. Alors sur l'origine du projet, encore une fois, c'est une rencontre avec Marie Borelli, une scénariste que j'aime beaucoup d'ailleurs. Si elle regarde, je la salue. Je suis tombé, elle avait écrit plein de choses et je suis tombé sur son scénario qui était pratiquement celui-là. En tout cas, le début était tel quel et ça m'a bouleversé. Et je lui ai demandé pourquoi tu le fais pas, parce qu'elle faisait des films. Et elle me dit écoute, je me sens pas de le faire, c'était trop proche d'elle, évidemment. Et donc je me suis senti une responsabilité. Je me suis dit écoute Marie, je vais le faire. Si tu peux pas le faire, je vais le faire. C'est trop important comme sujet. On peut pas le laisser passer comme ça. On a travaillé longtemps en coécriture avec Marie et un autre co-scénariste, Michel Meyer, qui est venu dans l'aventure. Parce qu'il fallait pas se tromper. On touchait à des choses très intimes, très personnelles, qui nous touchent tous, sur l'enfance, sur l'abus sexuel sur les enfants. Enfin, c'est un truc qui bouleverse tout le monde. Donc je voulais être très très précis. Donc on a rencontré des professionnels, on a beaucoup écouté. On a retravaillé la fin parce que c'est toujours délicat on commence par une scène un peu choc, c'est comment finir le film. Donc il y a tout un imaginaire qu'il fallait développer, qu'on a développé ensemble. Et puis après, mon film a obtenu l'avance sur recette du CNC. Ça a été la première fois que je l'ai obtenu. Et jusqu'ici, la dernière. Et
il s'est agi de trouver les bonnes personnes pour le casting, les bons enfants pour Notamment mener cette les histoire. enfants, ouais. Quand vous travaillez avec des enfants, vous ne castez pas juste un enfant, vous castez la famille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un film pareil, et même un film juste avec des enfants qui parlent d'autre chose, sans l'accord des parents et la présence des parents sur le tournage et le soutien des parents. Et les deux familles, ils se connaissaient pas, les deux enfants venaient d'univers très très différents, ils ne se connaissaient absolument pas avant. Alors qu'ils jouent de copains qui sont censés se connaître depuis très longtemps, ils ne se connaissaient pas du tout avant. Et j'ai longuement fait un casting pour trouver les bons enfants et surtout les bons parents. C'est-à-dire ceux qui soutenaient le projet, qui avaient envie du projet, de ça. Et donc les mamans étaient là sur le tournage, étaient là à chaque fin de plan, chaque début de plan. Donc il y avait un vrai soutien de tout le monde, ce qui a rendu la chose complexe à gérer. Ça faisait plus de monde. Mais à partir du moment où on a tous envie du même film, finalement le film se fait, l'équipe est là. On a fait ce film au mieux de ce qui pouvait être fait avec le scénario qu'on avait. Voilà. Puis il a été très bien accueilli. Il était bien accueilli là aussi, Clermont, une belle aventure aussi à Clermont, pas mal à l'étranger. Et puis les 3 films courts sont sortis en programme en 2004 à l'Action Christine, qui est aujourd'hui qui a changé de nom, qui s'appelle le Ciné Club Christine, où voilà, le nom m'échappe. C'était une belle expérience aussi en février 2004 que les 3 films sortent ensemble, et j'avais choisi 2 autres films courts qui ont fait un programme ensemble pour sortir. C'était donc la première fois que mes films sortaient en salle officiellement, j'allais dire, dans un programme de court-métrage. Avant, c'était surtout les festivals en France à l'international, donc des retours ponctuels sur tel et tel événement, et puis là, la presse et un petit peu de public. Puis derrière, j'ai fait un ciné-club avec différents films courts. Jacques Rosier est venu, Paul Carpita est venu, Strobe et Huillet sont venus avant la mort de Daniel. Et c'était un très beau parcours. J'étais très heureux de cette belle aventure de films courts. Voilà. Et ensuite, il y a eu Papa est mort. Oui, des années plus tard. Ouais. Voilà, et ça aborde un sujet très douloureux, celui du deuil. De la part d'un être cher, pourquoi avoir choisi de filmer sous la forme de plans fixes ? Ce qu'on remarque beaucoup dès la première séquence d'ailleurs, accompagné d'une voix off. Ouais. Et la mienne, voilà la vôtre. Et à travers la découverte aussi d'objets appartenant aux défunts, sur une sensibilité, mais aussi un devoir de mémoire et la dénonciation, celle de la guerre d'Algérie. Donc si vous pouvez nous en parler aussi un petit peu. Oui, alors il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a l'intime, c'est mon père, c'est mon vrai père, qui est donc vraiment décédé en 2000, le 25 mars 2000, et cette envie depuis longtemps de faire quelque chose de cette mort artistiquement, de la transformer en un objet artistique, en un film. Et puis j'avais écrit un scénario dans les 6 mois qui ont suivi, qui finalement la voix off reprend ce que j'avais écrit dans ce scénario. J'étais plus ambitieux sur la forme, j'avais envie des choses différentes. Et puis comme j'avais pas d'argent, finalement je me suis dit il faut que j'aille au cœur des choses, au plus simple. Et le plus simple c'était des plans fixes, des plans longs, sur des lieux emblématiques, symptomatiques, qui étaient très 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 parlants pour ces épreuves qu'on avait traversées en famille. Et puis la guerre d'Algérie, on est tombé dans ses affaires sur un tout petit carnet rouge avec, il avait une toute petite écriture de patte de mouche, mon papa, où il avait pris au quotidien des notes pendant je crois qu'il a passé 24 mois en Algérie. Et expérience qui l'avait beaucoup marqué. Et j'ai pris les moments les plus forts en fait de ce carnet, parce que c'était beaucoup une vie quotidienne où il se passait rien, l'attente, rien, les soldats en Algérie, il se passait rien. Et puis quelques officiers avec des attitudes ou des mots complètement aberrants, et on sentait le colonialisme qui était encore là très très fort. Et cette guerre, et j'avais envie de parler de ça à l'occasion de la célébration de la mort de mon père, puisque c'était constitutif de ce qu'il était. Je pensais que c'était important aussi que sa parole, sa voix, son expérience en Algérie puisse exister. Et j'étais très heureux quand le festival du film franco-arabe de Noisy l'a sélectionné, lui a remis un prix, avec dans la salle beaucoup de gens issus d'immigration et qui ont vraiment apprécié le film. Ça m'a beaucoup touché de voir que ce film les touchait aussi. Et justement, c'est une autre question. Est-ce que pour vous, un réalisateur doit être un homme engagé ou peut-il n'être que le vecteur d'une sensibilité finalement à travers ses réalisations ? Là, c'est une question importante que vous posez et je trouve qu'on doit tous se poser quand on est artiste ou quand on fait des films, quand on essaye de faire des œuvres d'art. C'est dans quelle mesure effectivement
on doit être comme personne aussi engagé. De toute façon, quand on fait un film, inévitablement on est engagé, on s'engage dans ce qu'on fait, on sort de son confort, on s'expose inévitablement, quoi qu'on fasse. Donc forcément, vous vous engagez dans quelque chose. Mais au-delà de cette démarche artistique, dans le propos que vous défendez, vous vous engagez dans ce propos-là. Alors après, ça peut être un propos très engagé, un propos politique, un propos féministe, un propos engagé. Aujourd'hui, on est dans une époque extrêmement engagée, de plus en plus largement, et je trouve ça formidable. Donc il y a plein de films engagés dont le sujet est presque plus fort que le film, et je trouve que c'est très important. Et après, il y a des histoires de sensibilité. On est plus ou moins sensible à la façon avec laquelle tel film est fabriqué, ou tel film doit se fabriquer, ou tel film, ou le film qu'on a envie de fabriquer. Donc on va le faire avec sa propre sensibilité, et c'est cet équilibre qui est toujours difficile à avoir entre un propos engagé, film sur l'abus sexuel sur les enfants, ou dénoncer la guerre d'Algérie, ou d'autres problématiques très importantes, et puis ces rêves de cinéma qu'on peut avoir, parce qu'on est tous cinéphiles, on a tous aimé tellement de films, on a envie de retranscrire ces émotions-là, ces émotions qu'on a eues en voyant tous ces films. Donc comment on va pouvoir faire cet équilibre entre finalement la forme et le fond aussi, parce qu'on se pose des questions de fond certes quand on fait un film, mais aussi de forme, comment on va le faire, où est-ce qu'on va placer la caméra, quel est le cadre qu'on va faire, est-ce qu'on filme ça oui ou non, et puis après au montage, on garde pas, on enlève, qu'est-ce qui est le plus signifiant dans ce qu'on a envie de faire. Puis aussi les limites de la liberté artistique aussi, surtout aujourd'hui, où il y a beaucoup de sujets, on n'est plus aussi libre qu'avant, et aujourd'hui, ça... Vous croyez ça je dirais quand on fait du cinéma en l'occurrence, parce qu'avec un stylo ou un ordinateur, on peut écrire à peu près ce qu'on veut en espérant être publié un jour, mais avec un film, clairement, il y a l'argent qui est là, qui peut être une limite extrêmement forte, mais qui peut vous obliger aussi à aller au cœur des choses, parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour le faire. Par contre, sur cette histoire de liberté, certains sujets sont plus délicats que d'autres. Effectivement, il y a des films qu'on a fait il y a 20 ans qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, peut-être qu'on ne pourra plus faire dans 20 ans non plus, on ne sait pas. Mais on a une parole qui se libère, on est dans une époque où il y a de plus en plus de choses qui peuvent être dites, qui ne pouvaient pas être dites avant. Je trouve que cette éclosion est extraordinaire, formidable. Créer des limites aussi, oui, il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire, alors peut-être que c'est mieux par certains aspects, et par d'autres, un peu dommageable. Maintenant, on va parler de votre long métrage documentaire, juste derrière vous d'ailleurs, Close Encounter. J'ai un oui, non, c'est pas facile le titre, je ne vous aide pas avec le titre. Oui, Vilmos Zsigmond, qui établit le portrait d'un chef opérateur réputé. Qu'est-ce qui vous a intrigué dans cet homme, vous a donné envie d'entrer dans son univers finalement, et comment avez-vous pu le rencontrer? Et enfin, on en parlera, mais êtes-vous passionné par les films du Nouvel Hollywood? On englobe un petit peu tout ça. Oui, tout est un peu lié à ce film, effectivement. Ma cinéphilie, clairement, dans les années 90-2000, j'ai découvert plein de films du Nouvel Hollywood, au milieu de tous les autres films que je découvrais, plus classiques, on va dire. Et ce nom revenait sur les génériques de façon entêtante pour moi. Vilmos Zsigmond, directeur de la photographie. Et c'était deux énigmes, ce nom compliqué, étrange, Vilmos Zsigmond, pour les Hongrois, Zsigmond Vilmos, et cette fonction de directeur de la photographie, cinématographeur. Ça veut dire quoi? C'est quoi la photographie, la cinématographie? Ça recouvre quoi exactement? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et je réalisais qu'il y avait peu de chefs-op qui étaient interrogés. Bon, et ça se fait de plus en plus, mais ça me manquait un peu cette parole. On écoute beaucoup les acteurs, les réalisateurs, les acteurs sur ce qu'ils ont à dire de leur travail, mais les directeurs de la photo, qui sont d'ailleurs souvent des hommes ou des femmes très très occupés par leur travail, ils enchaînent les tournages, mais on leur donne rarement la parole. Alors ils la cherchent pas forcément, ils n'ont pas forcément envie de parler de leur travail, ou certains ont plus de mal que d'autres à parler de leur travail. C'est pas facile, parce que c'est très parler de l'atmosphère d'un film, de l'image d'un film, c'est aussi compliqué même pour les critiques. On voit pas ça beaucoup dans les critiques de cinéma. Donc tout ça me faisait beaucoup d'interrogations en tête. J'avais cette grande admiration pour les films qu'il avait fait, plus quelque chose que j'avais du mal à définir, l'âme des films que je voyais, que je reportais à Vilmos, clairement. Et j'ai eu la chance de rencontrer Darius Khondji, qui est un immense directeur de la photographie français, qui m'a aidé à rencontrer Vilmos, en fait. Et j'ai fait venir Vilmos à Paris. Il y a une grande rétrospective de ses films au cinéma Le Grand Action.
Je l'ai rencontré et je lui avais en fait proposé de faire un long métrage de fiction. Il m'avait dit oui tout de suite, il avait adoré le scénario, sauf que j'ai eu des problèmes de production et je me suis dit bah écoute, avant que le film se fasse, que dirais-tu qu'on fasse un film ensemble, que je fasse un film sur toi? Il m'a dit pas de problème, il m'a dit oui tout de suite. Parce que quand évidemment vous faites un film sur un grand monsieur comme ça, vous le faites pas contre lui, vous le faites avec lui, donc il était de tous les choix, de tous les plans, il était inclus dans l'aventure, c'était vraiment notre film, on l'a fait vraiment ensemble ce film, il a tout vu, tous les cadres, il était là derrière tout, en même temps nous laissant une grande liberté, en faisant complètement confiance, en appelant ses amis, John Travolta, Nancy Allen, Vittorio Storaro pour que je puisse faire le film, et puis j'ai eu cette chance inouïe de rencontrer des gens incroyables sur ce parcours de ce film pendant 2 ans. Et puis on a monté ce film longtemps, ça a été très très long de se poser des questions aussi de quel choix, quel type d'extrait de film on allait mettre. Et puis il est mort le 3 janvier 2016 et le film était fait. Donc pour moi Vilmos est jamais parti puisqu'il est dans le film. C'est un bel hommage. Et voilà, c'était en tout cas... C'est un film auquel je tiens énormément, qui est projeté encore aujourd'hui. Là, il est sur TCM en ce moment, et puis après, il sera si tout va bien, sur Amazon Prime. Il a eu une belle vie, et je dirais que Vilmos a eu une belle vie, et j'ai été très très honoré de pouvoir essayer de faire un témoignage de sa vie et de son œuvre. On peut le retrouver en VOD également, ce film. On peut le retrouver en VOD sur TCM Cinéma et bientôt sur Amazon Prime. Ouais. Super. Maintenant, on va parler de votre démarche artistique. Vous étiez projectionniste avant de devenir réalisateur. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce métier? Si on peut revenir un petit peu sur vos débuts. Oui, alors c'est très pragmatique, c'est-à-dire que j'allais tellement au cinéma dans ma jeunesse que ça me coûtait beaucoup d'argent. Et je me suis dit, quel est le moyen de faire en sorte que ça me coûte le moins d'argent possible? Et donc je me retourne vers la cabine et je me dis, mais lui là-haut, il les voit tous ces films. Et donc c'est pas mal comme métier. Donc j'ai décidé de faire ça comme métier, c'est devenu mon gagne-pain, effectivement, pour voir un maximum de films possibles. Voilà. Ça a été la raison de ce travail derrière le hublot de la cabine de projection, qui est un métier solitaire, où j'ai commencé donc avec la pellicule et puis après on est passé au numérique. Voilà. Et dès ce moment-là, vous économisiez justement de l'argent pour pouvoir réaliser vos films et prouver aussi que vous étiez capable de faire de belles images. Vous n'avez pas fait d'école de cinéma? Non, malheureusement. Voilà, et dans ce métier, est-ce que la meilleure école, finalement, ce serait pas de faire de l'autoproduction dès le départ? Oui, alors je dirais oui et non, c'est-à-dire que j'envie beaucoup les gens qui ont fait des écoles de cinéma. J'ai tenté l'INSAS à Bruxelles et malheureusement j'ai pas été pris. J'ai quand même fait une formation de scénario à la FEMIS pendant 2 ans avec Ève Deboise à l'atelier scénario en 2004-2005. Mais ceux qui font ces écoles de cinéma ont un grand avantage sur ceux qui ne le font pas quand même, c'est qu'ils peuvent très très tôt se fabriquer leur propre équipe, rencontrer leurs producteurs, rencontrer des gens de la technique, parce que souvent les écoles de cinéma regroupent plusieurs sections en France, mais j'avais visé l'INSAS à Bruxelles parce qu'il y avait aussi les acteurs. Donc on peut se faire tout d'un coup des amis qui vont vous suivre, même des fois pour la vie entière. Hein. François Ozon a commencé comme ça à la FEMIS, d'autres, Pascal Ferrand aussi, des gens ont commencé à la FEMIS, ont connu leurs producteurs ou leurs proches collaborateurs dès la FEMIS, des gens qui les suivent encore aujourd'hui. Donc c'est une richesse incroyable. Quand on n'a pas fait ce parcours, clairement, c'est compliqué de se faire un réseau dans le métier et de se créer une équipe de gens fidèles qui vont vous faire confiance et qui vont vous suivre. Et ben après, c'est des histoires de rencontres et de rencontres de passionnés, de hasard. Mais je dirais pas que l'autoproduction est la solution, mais quand on n'a que cette solution, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la production et produire ses films. Un beau message. En parlant de films, où trouvez-vous l'inspiration? Est-ce que vous avez un processus créatif, notamment pour écrire vos scénarios? Alors pas vraiment de processus, si ce n'est que c'est un travail, l'écriture que j'appelle même plutôt c'est de la réécriture, c'est un scénario n'est pas écrit puis tourné, je veux dire il est réécrit, lu, relu, réécrit. C'est donc un long processus qui demande beaucoup de discipline. Donc
moins l'inspiration, je dirais, c'est plutôt des histoires de rencontres, d'envie, de désir, d'idées. Et puis après, c'est un travail quotidien d'écriture et qui est où il faut savoir se discipliner. Parce qu'on n'écrit pas une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 3 mois, 25 pages. C'est tout le temps. Et puis après, de ces X pages, on fait lire, relire, on ajoute, on affine, on ajuste et on est reparti, puis 30, puis 40, puis 50, puis 70. Un long processus de travail. Voilà, c'est comme un artisan, quoi. On fabrique notre chaise, on fabrique notre matériau. Et on sent chez vous une sensibilité au passé. Certaines vidéos de votre chaîne YouTube, d'ailleurs, vidéos de Chaplin, d'anciens photographes, véhiculent un intérêt pour les débuts du cinéma. Une fascination aussi pour les premiers supports d'enregistrement audiovisuel. Quel est votre rapport au passé et à ce qui n'est plus, finalement ? Ouais. C'est un peu le cœur de ce qui m'anime pour le coup, pour les films que je veux faire, qui sont pas mal autour de la perte ou de ce qu'on a plus, de ce qu'on a perdu, de ces années, de ces gens, et le cinéma interroge beaucoup ça. Dans ma cinéphilie, là, d'ailleurs de plus en plus, je reviens vers les films muets, ou qui sont les fondamentaux du cinéma. C'est là où le cinéma est né. Il y a des trésors incroyables, des gens qui ont fabriqué, façonné une génération après qui est passée au parlant, et puis la génération d'après qui est arrivée avec en Europe la nouvelle vague ou le néoréalisme italien, et puis les Tavernier et consorts après, et puis la génération d'aujourd'hui, et puis celle de demain. Et ce n'est qu'un travail de passeur, je dirais, le cinéma. On ne fait que être un cinéphile qui a vu des films, qui a envie d'en faire, qui en fait pour les passer à d'autres, qui vont avoir envie d'en faire et qui vont en faire d'autres pour donner envie à d'autres d'en faire d'autres. La transmission. Maintenant, on va parler de la production. Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui se lancent pour trouver un producteur ? Et vous, de manière plus générale, comment vous choisissez vos collaborateurs ? Oui, alors en production, j'ai eu des histoires heureuses, des histoires malheureuses, avec des producteurs ici ou ailleurs, avec lesquels c'est bien passé, d'autres avec lesquels c'est beaucoup moins bien passé. C'était compliqué. Après ces histoires de rencontres, il faut qu'il y ait une envie commune. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas trouvé ce partenaire de création que j'aurais adoré trouver. Malheureusement, j'espère le trouver. Et en attendant, je suis devenu mon propre producteur. Donc, j'ai monté ma société de production pour mon dernier film qui va sortir donc l'année prochaine. Ça complique beaucoup de choses de produire soi-même. C'est, par exemple, pour mon prochain film, j'ai réalisé que c'est à peu près 1% d'artistique et 99% d'administratif, gestion, tout ce que je vous épargne, mais qu'il faut faire pour que le film existe et puisse vivre aujourd'hui. Et je suis encore, je vais vous quitter, je vais faire l'administration, de la gestion pour mon film. Je préférerais aller sur un tournage ou écrire, mais des fois vous êtes obligé de mettre l'administratif devant pour pouvoir exister artistiquement. Et les clés de réussite d'une belle collaboration finalement, parce que au-delà du producteur, on collabore avec des artistes, avec des techniciens, ce genre de choses. Oui, alors avec au-delà, votre expérience. Ouais, alors au-delà de l'aspect production, il y a tout l'aspect de l'équipe. Ça, c'est extrêmement précieux. Moi, je chéris cette idée du travail en équipe, quoi. Le cinéma est un travail en équipe. J'adore ça. J'adore me retrouver en équipe avec 15, 20, 25, 30 personnes, et puis être le chef de bord et mener l'aventure. Mais on ne peut mener cette aventure que parce qu'il y a une confiance réciproque et parce qu'on a créé avec ces collaborateurs de création une confiance dans les deux sens, c'est-à-dire que essayez de vous entourer, mon conseil numéro 1 que j'essaye d'appliquer pour moi, c'est essayer de vous entourer de gens beaucoup plus intelligents que vous, beaucoup mieux que vous, beaucoup plus brillants que vous, tout le temps, parce que vous serez gagnant sur tous les plans. Et donc c'est ce que je fais tout le temps, je m'entoure que de gens beaucoup plus intelligents que moi. C'est pas difficile parfois, puis d'autres fois c'est des miracles, parce que quand vous êtes dans la création et vous vous entourez de gens qui ont des désirs de création et qui sont des gens intelligents et très aguerris dans leur domaine, ils n'ont qu'une envie, c'est vous amener plus haut, faire les choses plus belles que vous avez envie de les faire. Ils vous amènent des idées encore meilleures que celles que vous avez eues tout seul, et tout d'un coup, l'équipe vous permet d'aller plus haut, plus fort, plus loin, quoi. Donc c'est ça que j'encouragerais chez les gens, c'est de faire confiance aux gens avec lesquels ils travaillent et de s'entourer des meilleurs, quoi. Une belle complémentarité finalement du savoir-faire et des savoir-être également. Exactement. Lors des castings, comment vous identifiez-vous les bons comédiens pour les rôles ? Tout à l'heure, vous parliez du casting des enfants, notamment.
si on peut revenir. Alors, pour les enfants, on a bien compris, mais de manière générale. Oui, alors de manière générale, j'ai pas une bien longue expérience, mais le peu que m'a apporté ma petite expérience, c'est que en ce qui me concerne, j'ai besoin de travailler dans la confiance et dans le respect réciproque. Je ne peux pas travailler autrement. Dans le conflit, ça ne me va pas du tout. Donc, très vite, quand vous êtes en phase de casting, là en l'occurrence pour mon dernier film, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est vous sentez en face de vous les êtres humains avec qui vous avez envie de travailler ou pas. Déjà, alors il faut que ce soit réciproque. Si les gens n'aiment pas le scénario, s'ils n'ont pas envie de travailler, ça s'arrête là, d'emblée, même si c'est des gens humainement formidables ou des immenses comédiens. Et puis après, c'est le travail qui va progressivement vous donner les clés sur voilà ce que la personne peut donner. À partir du moment où un comédien dit oui sur un rôle, c'est qu'il a envie d'y amener quelque chose et j'ai envie de favoriser ça le plus possible. Donc en l'occurrence dans mon dernier long métrage, Laetitia Eido et Pierre Rochefort qui ont été extraordinaires, et Ronald Gutmann et Esteban aussi, ont énormément apporté à leur personnage et m'ont fait confiance et ont senti que, en plus c'était des plans séquences, donc quand vous êtes en plan séquence vous ne pouvez pas tricher, donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on leur amène quelque chose et ils répondent, c'est comme un jeu de balle en fait, une partie de tennis et on a envie d'aller plus loin et de faire un set de plus et 2 sets et un match et allez on va faire la revanche et on est reparti, et c'est un défi en permanence avec les gens avec qui on travaille. Donc c'est trouver la personne qui va vous correspondre, qui va correspondre au rôle évidemment, mais ça c'est le choix numéro 1. Après il y a des tas de détails qui rentrent en jeu. Est-ce que par exemple je me souviens d'une des problématiques, ça va paraître bien dérisoire ce que je vais dire, une problématique qui m'a importé au moment du choix des comédiens, c'est-à-dire que vous avez un couple. Soit vous choisissez un vrai couple dans la vie, comme par exemple Gaspard Noé dans Irréversible choisit un vrai couple dans la vie, ou Kubrick choisit Tom Cruise et Nicole Kidman. Soit vous choisissez des gens qui viennent d'univers différents. Donc moi en l'occurrence les deux gens qui sont le couple qui est censé s'être aimé très fort, ils se connaissaient absolument pas. Donc d'abord Laetitia est venue dans le projet et après il s'est agi de trouver le bon comédien qui aille avec elle aussi. C'est-à-dire c'est ce couple qui devait être fusionnel. Donc à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, il s'agissait de voir est-ce que quelque chose avait envie de se créer entre eux. Est-ce qu'il se passait quelque chose. Et donc là, la chose un peu triviale, c'est que Laetitia étant grande et qu'on filmait en scope, il était important pour moi de pouvoir imaginer que le comédien qui allait dire oui, qui allait rentrer dans l'aventure, soit grand et que dans le cadre scope, on n'ait pas une grande comédienne et un petit comédien, sinon ça allait être très vite ridicule, où on allait faire comme dans Notorious de Hitchcock, où Ingrid Bergman très grand face à Claude Rains tout petit, on mettait des cales sous Claude Rains pour qu'il soit à la même hauteur, mais on ne fait plus ça comme ça aujourd'hui. Donc très clairement, quand j'ai rencontré Pierre Rochefort et que je les ai mis à côté et qu'ils faisaient la même taille tous les deux, j'en étais très heureux. Voilà, ça fait partie de ces petits détails, mais qui comptent parce que c'est aussi du visuel, c'est de l'image. Donc oui, j'aurais peut-être pu trouver un comédien exceptionnel qui faisait 1m25, et sauf que face à Laetitia qui faisait plutôt 1m75, ça n'allait pas marcher. C'est bête, mais il faut faire attention. Comment voyez-vous le secteur du cinéma dans 10 ans ? Oui, vaste question. Je vois que vous aviez aussi une question sur la VR, sur les nouvelles technologies. Oui. Évidemment que tout ça m'intéresse. On est passé de la pellicule, mes premiers films étaient en pellicule, maintenant ils sont en numérique. Ça a été un bouleversement. Ça fait que beaucoup plus de gens peuvent faire ce métier ou des films, alors qu'avant c'était beaucoup plus élitiste, c'était beaucoup plus difficile, c'était beaucoup plus lourd, c'était beaucoup plus cher. Donc tant mieux que plein de gens s'emparent de caméras, de moyens. Enfin mes filles avec leur téléphone portable font des films. Moi à l'époque, à leur âge, je n'avais pas de téléphone portable, je ne faisais pas de films. Pour elle, c'est rien du tout. Donc tant mieux, et si ça fait naître de nouvelles vocations, tant mieux. Alors que sera le cinéma dans 10 ans ? Je n'en sais rien. On m'aurait dit il y a 10 ans que le cinéma serait comme ça aujourd'hui, qu'on aurait eu le Covid, etc. Je n'y aurais pas cru une seule seconde. Donc c'est moins des histoires de cinéma et de thématiques un peu générales que pour moi d'être humain, encore une fois, de personnes. C'est-à-dire que je veux croire qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de s'exprimer, d'exprimer des histoires à travers le visuel, l'audio, donc l'audiovisuel et le cinéma en général. Donc je souhaite que ces jeunes puissent s'exprimer, que cette nouvelle génération puisse faire les plus beaux films possibles, sans oublier les fondamentaux, sans oublier ce qui les a précédés, moi qui les précède, et puis les autres d'avant, ceux des années 70, le nouvel Hollywood, Villemoche et tous les autres, et les grands, et puis surtout les années 50, n'oubliez pas les Kazan, les Hitchcock, ne les oubliez pas, allez voir leurs films, et puis allez avant la Seconde Guerre mondiale, et puis dans les années 30 en France, en Chine, au Japon, allez fouiller dans les cinémas muets aussi, il y a des chefs-d'œuvre, des pépites, allez vous nourrir de tout ça, et après exprimez-vous à travers le cinéma.
C'est magnifique, on sent vraiment la passion dans vos propos. On va parler enfin de l'extrait de votre prochain film, Long Time No See. Oui, qui change d'ailleurs de titre, qui s'appelait Long Time No See pour sa première carrière en festival, qui a commencé à Angoulême, au Festival Angoulême en août 2019. La première, choisie par Dominique Besnéard, on était très heureux, c'était une magnifique projection. Et le film va s'appeler Entre deux trains, maintenant en France, même s'il va garder à l'international son titre Long Time No See pour sa première internationale qui a lieu dans 15 jours à Shanghai, au festival. Mais votre question, c'était, pardon, pour... votre intention, en fait, pour ce film. Avec ce film. Oui. Là encore, j'avais très peu d'argent. J'ai eu des comédiens qui m'ont dit oui, puis qui m'ont dit non. Le film devait se faire 1 an avant, ça s'est pas fait, c'était très compliqué. Le film est tourné entre la gare d'Austerlitz, le Jardin des Plantes, le Café Mort et retour. Vous verrez le film. Ce sont donc des plans séquences. On a tourné en 4 jours, donc avec ces comédiens extraordinaires. Donc en long plan séquence, des plans séquences qui font 12 minutes, qui sont tels quels dans le film. C'est extraordinaire. J'avais envie de parler du temps qui passe, du temps qu'on n'a pas, du temps qu'on perd, du temps qui nous coule entre les doigts, de ce temps, voilà. Qu'on a, là il faut que je finisse dans 30 secondes parce qu'il faut qu'on rende la salle, c'est la même chose, on n'a jamais le temps de rien faire, de faire ce qu'on voudrait, de tous les rêves qu'on a, et le temps s'échappe en permanence, vous essayez en permanence de le rattraper, et puis le temps vous échappe, et puis vous vieillissez, puis tiens vous avez tous ces cheveux blancs, et ah c'était hier pourtant je me souviens, etc. Voilà, c'était cette thématique-là que j'avais envie de creuser à travers ce film, et vous verrez c'est un film qui se passe en temps réel, qui se passe sur 1h20, entre deux trains, entre un train qui arrive et un train qui repart, et une rencontre fortuite, ce temps volé au temps, comme un film finalement qui est du temps volé au temps. Plein de projets, toujours plein de projets, c'est-à-dire que je trouve aussi que c'est une question de survie, d'avoir plein de projets, de développer. Un des autres conseils que je pourrais donner éventuellement aux jeunes qui se lancent, mais parce qu'ils en ont vraiment besoin, je pense qu'ils ont plein d'idées, mais c'est de développer plein de projets en même temps. Bon, pas trop, mais plusieurs. De jamais trop rester focalisé sur un seul parce que vous pouvez vous blesser. Moi, j'étais très blessé à 2 moments de ma vie parce que j'ai vraiment tout misé sur des films qui ne se sont pas faits et ça m'a beaucoup coûté. Donc développer plusieurs projets en même temps, donc là j'ai des projets de documentaire, des projets de fiction, et puis surtout, voilà, à chacun de faire son chemin, mais je trouve que le documentaire et la fiction sont 2 moyens exceptionnels d'expression, l'un comme l'autre, complémentaires l'un de l'autre, donc je vais chercher d'un côté et d'un autre, les deux m'intéressent, quoi, la fiction et le documentaire, donc oui j'ai des projets, rendez-vous dans quelques années. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, juste pour conclure? Sur les réseaux sociaux, oui, alors vous pouvez me retrouver partout, sur Twitter, sur Instagram, Facebook, j'ai un peu de mal avec Facebook, sur LinkedIn, j'ai un site, allez-y, vous pouvez communiquer avec moi à travers le site, n'hésitez pas, et puis soyez tous au rendez-vous en mars 2021 pour voir mon prochain long métrage qui s'appelle Entre deux trains.